Bonjour, je suis Anne et je suis organisatrice de voyages respectueux de l'environnement. Si vous cherchez comment on fait pour voyager autrement, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode d'Un pays, un train, on part à la découverte d'un nouveau pays, de sa culture, de son histoire, et je vous donne tous les moyens pour vous y rendre sans trop polluer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un pays, un train. Donc cette fois, on revient dans un pays qui est très proche du nôtre. On pourrait même dire que c'est un de nos cousins. Alors je suis désolée pour ma voix déjà. Vous allez entendre ma voix qui est un petit peu malade aujourd'hui, mais on va faire avec quand même. On va y arriver. Et donc c'est un pays que moi j'affectionne beaucoup parce que j'ai travaillé pour une entreprise de ce pays pendant pas mal d'années. Mais du coup, j'ai pas eu tant l'occasion de le visiter en tant que touriste. Donc c'est intéressant d'essayer d'aller visiter ce pays que je connais pas tant que ça au final. Et ceux qui me connaissent, s'ils l'auront deviné, aujourd'hui on part en Belgique. Et aujourd'hui, c'est Martin qui me fait l'honneur d'être mon invité. Bonjour Anne. Bonjour Martin. Merci beaucoup de venir participer à Un pays, un train aujourd'hui pour nous donner envie d'aller en Belgique. Alors la Belgique, c'est un petit pays, un peu plus de 30 000 mètres carrés, soit à peu près la taille d'une région française comme les Hauts-de-France ou la Normandie. Et elle est située au centre-ouest de l'Europe. Elle est bordée par la France sur sa frontière sud, et elle entoure le Luxembourg au sud-est, et l'Allemagne et les Pays-Bas complètent la frontière à l'est et au nord. Sur son nord-ouest, elle a un petit littoral sur la mer du Nord, très près de l'Angleterre, parce que Bruxelles est à 2 heures de train de Londres via le tunnel sous la Manche. Et c'est connu, la Belgique, c'est un pays qui est plutôt plat, on connaît sa légende, et la majorité de la Belgique est en dessous des 200 mètres d'altitude, avec une altitude moyenne qui est à 138 mètres d'altitude. Il y a même des territoires qui ont été gagnés sur la mer grâce à des pôles d'air, ce qui fait que la Belgique, elle est un peu en danger de submersion dans les prochaines années à cause du réchauffement climatique. Et la seule partie un peu élevée de la Belgique, ça correspond au massif de l'Ardenne, au sud-est du pays, et le point culminant du pays, il est à 694 mètres, entre 693 et 694 mètres de haut. Et la Belgique, c'est un pays un peu étrange parce qu'il a deux populations, on va dire, qui sont quasiment séparées par un trait horizontal au centre du pays. Au nord, on a les Flamands qui parlent néerlandais, et au sud, les Wallons qui parlent français. Et il y a 3 régions en Belgique. Il y a Bruxelles, la Flandre et la Wallonie. Et il y a 3 communautés. Il y a toujours les communautés flamandes et wallonnes dont on a déjà parlé, mais il y a une 3e communauté qui est la communauté germanophone. Ça comprend une minorité de population qui parle allemand, qui est le long de la frontière allemande justement. Et les différentes régions, elles ont été créées en 1970, et la devise belge, c'est l'union fait la force. Et c'est assez joli étant donné les divisions qui touchent le pays, c'est pas mal d'avoir cette devise. Alors, il y a environ 12 millions d'habitants. La majorité, ils sont flamands. Il y a 58% de flamands contre 32% de wallons. Et il y a 10% de bruxellois. Officiellement, c'est une région qui est bilingue, mais dans les faits, en vrai, elle est surtout francophone. Alors, la Belgique, c'est une monarchie constitutionnelle. Il y a donc encore un roi. Aujourd'hui, c'est le roi Philippe en ce moment. Et en dehors de ça, la Belgique, c'est un état fédéral, ce qui est pas plus mal vu la composition du pays. Ça permet aux régions d'avoir plus de liberté. Et il y a un premier ministre qui est aujourd'hui Bart de Wever, c'est un nationaliste flamand pour la première fois. Et on se moque aussi souvent de la difficulté de la Belgique à former un gouvernement. Et c'est un peu vrai, parce que ce gouvernement, il a été formé 239 jours après les élections. Et je crois qu'au final, ça se passe pas si mal quand il n'y a pas de gouvernement. Donc comme quoi. Du coup, Martin, comme moi, t'es français, mais aujourd'hui t'habites en Belgique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton lien avec la Belgique et depuis combien de temps tu y habites, dans quel coin tu habites en Belgique, à peu près? Très bien. Alors moi, j'habite à Liège, dans la partie wallonne. Donc la partie wallonne qui est la partie française. Là, on est francophone. Pour moi, j'ai travaillé pendant 18 mois en Belgique. Et j'ai trouvé un travail sur Paris. Et les choses ont fait que 3 semaines avant de partir, j'ai rencontré quelqu'un. Et j'ai rencontré ma compagne là-bas. Et étant donné que annuler un départ sur Paris 3 semaines après avoir rencontré quelqu'un, c'était un peu tôt. Donc je suis quand même parti sur Paris, et au bout de 2 ans de relation à distance où je venais en Belgique et en prenant le train ou le bus d'ailleurs, et ma compagne venait me voir à Paris, au bout de 2 ans, j'ai décidé d'habiter avec elle à Liège, et donc me revoici en Belgique. Et donc maintenant, au total, ça fait à peu près, ça fait 2 ans à peu près que j'ai habité en Belgique. En Belgique, il y a 3 langues officielles. Il y a le néerlandais dans son dialecte flamand, il y a le français, et l'allemand dont je parlais tout à l'heure, il est très peu parlé, excepté dans 2 régions de l'est de la Belgique. Ça constitue moins d'1% de la population, comme je disais, donc c'est vraiment pas une majorité. Et en fait, il semblerait que depuis toujours,
Comme la région est une région de passage, de commerce, il y a de nombreuses langues et dialectes qui ont toujours été parlés dans la région. Donc il y avait pas de langue officielle pendant pas mal de temps. Et à partir de l'indépendance, le français s'est développé dans le sud du pays et le flamand dans le nord. D'habitude, je vous explique un petit peu la langue. Aujourd'hui, je vais laisser de côté le français parce que vous connaissez et l'allemand parce que c'est minoritaire et on en reparlera sur les épisodes sur l'Allemagne. On va se concentrer sur le flamand, du coup. Et en fait, ce qu'on appelle le flamand, c'est les dialectes du néerlandais qui sont répandus en Belgique. Il y en a plusieurs. Il y a le brabançon, le flamand oriental, le flamand occidental et le limbourgeois. Mais en fait, il s'agit bien de néerlandais, hein, dans tous les cas, et tous ces gens se comprennent très bien. Bon, quand je dis ça, je vexe souvent les Belges quand je leur dis que c'est du néerlandais, parce qu'apparemment l'accent est très différent, il y a des mots qui sont différents, mais en vrai, ils se comprennent très bien entre eux, et moi, je vois vraiment pas la différence quand j'entends les deux. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'ailleurs de néerlandais qui viennent travailler en Belgique, et vice-versa, parce que c'est assez facile. Et le néerlandais en lui-même, c'est une langue germanique, c'est-à-dire que moi, sans jamais avoir appris le néerlandais, je pouvais à peu près comprendre à l'écrit les textes néerlandais parce que je parle allemand et anglais. Par contre, si vous avez fait espagnol, vous vous en sortirez beaucoup moins. Et sans vouloir vexer les néerlandais, d'ailleurs, ça ressemble à un mélange pas très joli entre ces deux langues. Et à l'oral, ça devient un peu plus difficile encore, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Et c'est très chuintant, je trouve. Le néerlandais, il dérive des anciennes langues germaniques et il existe dans sa forme actuelle depuis environ le XIVe siècle, donc depuis assez longtemps finalement. Et cette double culture entre la partie flamande et la partie wallonne, elle a créé de nombreuses tensions dans le pays. On a un peu l'impression d'un pays qui est coupé en deux. C'est une chose que j'envisageais pas du tout avant d'aller en Belgique pour le travail. Pour moi, la Belgique, c'était que des Français avec un accent bizarre et j'occultais totalement cette double culture. Et de mon côté, j'ai travaillé pour une entreprise qui était basée du côté flamand, près de Hasselt, donc tout près de la Wallonie. Et c'est drôle parce que l'accent des Flamands qui parlent français, il est pas du tout celui cliché qu'on a dans les films, qui est plutôt l'accent de la région de Bruxelles ou de Charleroi. Je me suis fait, moi, cet accent flamand que je trouve plutôt charmant. Et ce que j'ai retenu, mais c'est que ma vision. Je suis pas sûre que ce soit partagé par tous, mais les Flamands, j'ai l'impression qu'ils ont une certaine rancœur contre les Wallons parce qu'ils font très souvent l'effort d'apprendre le français, ce qui est moins réciproque chez les Wallons. Et donc j'ai parfois été mieux accueillie quand j'annonçais être française. Est-ce que toi, tu ressens en habitant à Liège, donc tu es près de la Belgique qui parle néerlandais, est-ce que tu ressens une opposition un peu entre les deux régions dans ton coin? Hum, Alors, il est vrai que Liège se trouve assez proche de la limite enfin de la frontière quasiment entre la Flandre et la Wallonie, mais quand même la majorité des personnes qui sont à Liège sont toutes wallonnes et donc cette différence, je la vois pas au quotidien. Et par exemple, lorsque je prends le train pour aller à Bruxelles, on prend le train à Liège, on passe par Louvain, qui est un arrêt obligatoire, et on arrive à Bruxelles. Louvain, Leuven en flamand, est une ville flamande et on sent bien que les personnes qui montent à Louvain sont différentes, les langues sont différentes, tous les jeunes parlent flamand et j'ai remarqué que quand on veut interagir avec eux, en fait l'anglais est mieux compris que le français et c'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années où moi mes collègues qui sont flamands mais qui ont la cinquantaine parlent très bien français parce que c'était quelque chose de très bien enseigné à l'époque et que les nouvelles générations, eux, parlent surtout l'anglais et beaucoup moins le français. Donc il y a une difficulté de communication, je trouve, entre les jeunes, entre la Wallonie et la Flandre. Et oui, d'ailleurs, tu savais que pour les trains, dans le train, ils sont obligés, je crois, information à vérifier, ils sont obligés de faire les annonces en français dans les arrêts français et en flamand dans les arrêts flamands et pas les deux. Alors moi, de mon expérience, de ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis dans le train, les annonces, c'est toujours un moment un petit peu pénible parce que c'est toujours fait dans les trois langues. Ah, les trois, c'est Donc encore pire. c'est toujours fait en flamand, c'est toujours fait en français, c'est toujours fait en anglais. Et même de temps en temps, quand on va vers l'est de la Belgique, encore plus à l'est que Liège, on arrive dans la partie germanophone de la Belgique. En conséquence, il y a les 4 langues, avec en plus l'allemand. Donc, une petite annonce pour dire que nous allons avoir 10 minutes de retard. En fait, les 10 minutes de retard, c'est pas suffisant pour pouvoir faire toutes les annonces dans toutes les langues. Alors pour comprendre l'histoire de la Belgique, je vous conseille de réécouter les épisodes sur le Luxembourg et le Grand Est, parce que ça va vous donner du contexte sur cette région, parce que les frontières d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes que celles du passé, et ces régions, ils ont une histoire qui est très liée. Donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, les peuples qui habitaient la région de la Belgique actuelle, c'était des Gaulois, des Celtes, et qui seront conquis par Jules César à partir de moins 57 avant JC, au moment de la guerre des Gaules d'ailleurs, qui a aussi pris la France à ce moment-là. Ce qui était la France à ce moment-là. À ce moment-là, du coup, ce qui est la Belgique aujourd'hui, ça devient une province de l'Empire romain sous l'empereur Auguste. Ça s'appelle d'ailleurs la province belge déjà. Et à ce moment-là, la Belgique, elle va rester sur la frontière de l'Empire romain pendant très très longtemps.
Et comme partout, les Romains, ils vont avorter leur organisation, leur route, etc. Je vais pas vous le refaire parce que je vous ai déjà tout expliqué dans l'épisode sur l'Italie. Et à partir de 457 environ, la Belgique devient un royaume franc sous le roi Childéric Ier. C'était le père de Clovis qui a été le roi des Francs, et il a installé sa capitale qui était à Tournai en Belgique. Et en 476, l'Empire romain il chute totalement, et le royaume des Francs de Clovis est déjà d'une bonne taille qui comprend la Belgique. Et alors, la Belgique, elle reste assez longtemps dans le royaume de France, au final. Au début, la Belgique était française. Jusqu'au moment où l'Empire carolingien, il est séparé en trois pendant le traité de Verdun. Alors ça, on l'a déjà vu dans l'épisode du Grand Est, mais l'Empire, il est coupé en trois et la Belgique, elle se trouve au centre. Après quelques aventures, elle finit dans la partie orientale de ce nouveau royaume, donc la Francie orientale. À part le comté de Flandre, là où se situe Bruges, qui reste un fief du royaume de France. Et à ce moment-là, la Belgique, elle fait partie du Saint-Empire romain germanique, comme beaucoup d'ailleurs d'États de cette région du Mont Nord, pendant longtemps, à partir de 962. C'est à ce moment-là que le Saint-Empire romain germanique se crée. Et elle est séparée en deux entités. Il y a les Pays-Bas du Sud, ça correspond à la majorité de la Belgique actuelle, et la principauté de Liège, qui est aux alentours de la ville de Liège, qui reste séparée de la Belgique jusqu'en 1795, donc assez longtemps. 1795 d'ailleurs, si je veux parler comme les Belges. Et au Moyen-Âge et à la Renaissance, la région, elle est assez florissante. Il y a Gand et Bruges, puis Anvers d'ailleurs, qui font partie de la Ligue hanséatique. La Ligue hanséatique, c'est une grande alliance de villes autour de la mer Baltique et de la mer du Nord, qui étaient des grandes villes qui s'associaient pour avoir une ligue de commerce, en gros. Donc la Belgique, elle vit beaucoup du commerce à ce moment-là. Elle est surtout connue d'ailleurs pour la qualité de ses tisserands et de son drap. Et à partir de 1384, la région devient les Pays-Bas bourguignons. Alors, qu'est-ce que font les Bourguignons ici? C'est bien les ducs de Bourgogne qui gèrent la région. C'est des vassaux du roi de France, mais ils sont très indépendants. Très très indépendants d'ailleurs. Et Charles le Téméraire, qui est un des ducs de Bourgogne, il essaie de relier la Bourgogne aux Pays-Bas pour faire un royaume unifié. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait quand même pas mal de chemin. Et ça échoue, il meurt en 1477. Et à ce moment-là, les Pays-Bas, donc ce qu'on appelle les Pays-Bas, à l'époque, sont récupérés par la dynastie des Habsbourg. Les Habsbourg, c'est ceux qui régnaient en Autriche. Ça, c'est simplifié encore une fois. Hein. Et quelques années plus tard, il y a Charles Quint, qui est empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors ça, c'est quelqu'un de très important. Et à ce moment-là, le pouvoir, il est très concentré, parce que Charles Quint, il est empereur du Saint-Empire romain germanique, mais il est aussi roi des Pays-Bas et roi d'Espagne. Donc ça nous fait quand même quelqu'un qui concentre beaucoup les pouvoirs. Aujourd'hui, ça passerait pas forcément. Il décide de créer une nouvelle entité avec les Pays-Bas du Nord et les Pays-Bas du Sud, et ça revient à la branche espagnole de sa famille. Du coup, ça devient les Pays-Bas espagnols. Mais il y a des oppositions religieuses entre le Nord qui sont assez protestants et le Sud, ça correspond à la Belgique actuelle, qui sont encore catholiques. Ça conduit à l'indépendance du Nord et qui deviennent à ce moment-là les Provinces-Unies. Les Provinces-Unies, c'est les futurs Pays-Bas, si vous avez suivi. À ce moment-là, c'est la guerre de 80 ans, elle se termine en 1648. Et c'était mené par la famille d'Orange, et d'ailleurs la famille d'Orange, c'est encore la famille régnante aujourd'hui aux Pays-Bas. À ce moment-là, la France, elle commence à grignoter la Belgique un petit peu. Elle récupère une partie de la Wallonie en 1678. Et à ce moment-là, bon, comme souvent dans ces régions-là, parce que c'est le central, ça change assez souvent. Donc la Belgique, elle devient française, autrichienne à la mort de Louis XIV, puis de nouveau française à la Révolution. Et au moment de la Révolution, la Belgique fait aussi sa propre révolution en 1789. Il y a deux révolutions à la fois à Liège et dans la partie brabançonne. Donc c'est-à-dire qu'on se rappelle que la principauté de Liège, elle était restée indépendante pendant tout ce temps, et à ce moment-là, elle disparaît. Mais la révolution, elle est écrasée, et donc c'est que à partir de 1792 que les troupes françaises, donc qui sont restées, elles, en révolution, envahissent la Belgique. Et en 1795, la Belgique et la principauté de Liège, qui sont réunies, elles entrent dans la République française jusqu'en 1814. Donc c'est Napoléon qui crée les départements français, et la Belgique fait partie de ces nouveaux départements français. Après, on arrive au Congrès de Vienne, c'est le moment du partage des terres après la chute de Napoléon. Les Pays-Bas autrichiens, donc ce qui correspond à la Belgique actuelle, et les Provinces-Unies, donc les Pays-Bas actuels, sont réunifiés. Et ça plaît pas du tout à la population parce que ce qu'on met à la tête de cet État, c'est le roi des Pays-Bas, Guillaume d'Orange. Donc la population se rebelle, ça se passe très mal, et il y a une nouvelle révolution en 1830, comme à peu près partout en Europe d'ailleurs, et ça amène à l'indépendance de la Belgique. Donc on choisit un prince allemand comme premier roi des Belges. Alors attention, je dis roi des Belges, pas roi de Belgique, parce que c'est très différent, la nuance est importante pour eux. Ce roi, il s'appelle Léopold Ier, et les rois actuels, d'ailleurs, sont encore les descendants de Léopold Ier. On a eu que des rois masculins, si je dis pas de bêtises, depuis Léopold Ier. Aujourd'hui, c'est Philippe, le roi des Belges, mais son héritière sera enfin une fille qui s'appelle Élisabeth.
La Belgique, elle vit la révolution industrielle comme toute l'Europe, mais encore plus qu'ailleurs, parce que les mines, elles tournent à fond, pour se croire dans Germinal. Il y a les mines de charbon, il y a l'industrie sidérurgique qui se développe à fond, et du coup, il y a le rail qui se développe en parallèle, ce qui est intéressant pour nous. Si vous avez bien écouté sur l'épisode sur le Luxembourg, l'Allemagne, elle viole la neutralité de la Belgique en 1914 en l'envahissant, alors que la Belgique était censée être neutre depuis très longtemps. Alors les Belges y résistent, alors qu'en plus, ils avaient rien demandé, donc ça se passe pas très bien pour eux. Ils étaient pas entrés en guerre et ils étaient neutres, donc ils auraient pas dû avoir à se défendre. Et les Allemands, ils occupent la Belgique jusqu'en 1918. Ils se comportent mal comme dans la région Grand Est, comme on l'a vu la dernière fois. Ils tuent, ils violent la population civile, ils détruisent des bâtiments, donc ça se passe pas très 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 bien. Et en 1939, on arrive enfin à la Seconde Guerre mondiale. Alors contrairement au roi Albert Ier, qui était le roi de la Première Guerre mondiale, qui s'est battu sur le front pendant 4 ans, eh bien Léopold III, il arrête les combats militaires en 1940 parce que l'Allemagne a été trop rapide dans son avancée. Et pourtant, il collabore pas avec l'Allemagne naziste, c'est-à-dire que le gouvernement est hébergé à Londres et la Belgique, du coup, elle reste considérée comme un allié dans tout le temps de la guerre. Et le roi, il reste prisonnier pendant toute la guerre. Et comme en France, les nazis vont déporter la population juive, mais certains sont quand même protégés par la population. C'est-à-dire qu'on a eu à la fois des résistants et des collabos, comme en France, à la nuance près que, comme je le disais juste avant, le gouvernement, lui, n'a pas collaboré directement. Et en 1944, la Belgique, elle est libérée, comme la France, et elle forme ensuite l'Union européenne, comme tous ses voisins européens. Et d'ailleurs, la Belgique vient finir le trio des épisodes qui parlent des zones européennes, parce qu'après la ville de Luxembourg et Strasbourg, c'est Bruxelles, la 3e et la vraie d'ailleurs capitale européenne. Du coup, ça va pas être le sujet de tout l'épisode, hein, parce que je sais que t'aimes pas qu'on te réduise à ton métier, mais faut le dire quand même, parce que si je t'ai invité aujourd'hui, c'est que t'habites en Belgique, mais je connais quand même pas mal de Belges au fur et à mesure grâce à mon travail, c'est aussi parce que t'es pilote d'avion. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant d'inviter quelqu'un qui, en fait, peut être pilote d'avion, donc qui est quand même à l'opposé du train à la base, et quand même hyper nuancé et qui sait réfléchir à tous les sujets d'écologie. Donc je trouvais ça que c'était intéressant d'avoir ton point de vue. Et du coup, toi, quand tu rentres en France, parce que tu travailles toujours en France aujourd'hui, est-ce que tu prends plutôt le train, la voiture ou l'avion? Et c'est quoi qui conduit ton choix? Ça va être 50-50. Parce que je donne, je fais des vols effectivement, hein, comme mon métier, et je donne des cours aussi au sol. Et lorsque je donne des cours, je prends le train parce que les cours c'est horaire fixe et donc je peux déjà prendre à l'avance un train avant mon cours et un autre train après et ça change pas beaucoup. Quand je vais voler, effectivement, il y a toujours un certain nombre d'imprévus. Donc, mon horaire d'arrivée à Paris pour le retour peut être différent. Des fois, je peux avoir un jour de retard carrément. Et le problème, c'est que la flexibilité des billets de train, ça se coûte très cher. Et donc, je prends la voiture pour venir quand je vais voler parce que ça me donne une flexibilité beaucoup plus grande et au final, ça me coûte moins cher. Quand c'est fixé, ça me permet beaucoup plus de stabilité. Même pour moi, quand je reviens de vol, des fois, je suis fatigué et prendre la voiture, je sais que il y a un risque et un danger qui est plus significatif. En conséquent, je préférerais prendre le train. Mais vu les prix et vu le manque de flexibilité que ça impose, je préfère prendre la voiture. Car quand j'arrive peut-être à 4 heures du matin, peut-être que mon premier train est 3 heures plus tard, sauf que 3 heures plus tard, moi je suis déjà à la maison T'es avec la déjà voiture. quasiment rentré, ouais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr. Ok. Et tu as jamais envisagé de prendre l'avion pour rentrer? Non, alors je sais qu'il y a une ligne qui est opérée par Brussels Airlines entre Bruxelles et Paris. Elle part très très tôt le matin. Je pense que c'est justement pour tous les hommes ou les femmes d'affaires qui travaillent ou qui veulent venir sur Paris. Jamais parce que c'est beaucoup trop cher et puis, enfin, c'est tout un bazar aussi l'aéroport et j'ai juste pas envie de ça. Le Thalys, c'est quand même, le Thalys, l'Eurostar maintenant, c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. Donc, je l'ai pris pas mal de fois pour aller jusqu'à Liège et effectivement, il est parfait. Même, voilà, hein, le Ouigo classique, hein. Oui, c'est vrai que Le Ouigo classique pour revenir jusqu'à Bruxelles. Quand je reviens de Paris, je ne prends pas l'Eurostar directement jusqu'à Liège. Je prends un TGV Inouï jusqu'à Bruxelles et à Bruxelles, je prends la SNCB, donc qui est la compagnie nationale belge, jusqu'à Liège, qui dure 1 heure. Voilà. Tu trouves ça plus pratique moins cher, j'imagine, de faire comme ça? C'est que je prends le train à Charles de Gaulle
et non pas à Paris Nord. OK. Et il n'y a pas de Thalys qui s'arrête à Paris Nord, pardon, à Charles de Gaulle et qui va jusqu'à Liège directement. Et c'est quoi ton lien, toi, avec le train, personnellement? Pas forcément en Belgique, mais est-ce que t'aimes bien le train ou t'es plutôt quelqu'un qui est distant du train? Il y a des gens qui aiment pas du tout ça, hein. Non, moi j'aime beaucoup le train. J'ai des super souvenirs quand j'étais enfant d'aller à la mer grâce au train, les TER. Bon, c'était à l'époque aussi où il y avait les corails, où je voyais mes grands frères et sœurs qui prenaient le train pour eux aller faire leurs études, vu que j'ai grandi dans une petite ville. Et donc le seul moyen de sortir de la ville, c'était ou bien la voiture ou bien le train. Donc non, j'ai toujours une vision très positive du train, et puis de par mon métier, j'aime bien tout ce qui est technique aussi, et c'est certain que la technicité du train est toujours quelque chose de très intéressant. Il y a beaucoup de choses à apprendre, et il y a beaucoup de contraintes auxquelles on ne s'imagine pas beaucoup en tant que voyageur. Ça, c'est le pilote qui parle. Oui, voilà, c'est effectivement c'est le pilote, mais clairement j'ai plutôt une image très positive du train en général. Après, ce que je pourrais lui reprocher, surtout à l'heure actuelle, c'est les coûts qui sont prohibitifs. Et si on prend un recul un peu plus important, c'est le manque d'interconnectivité européenne, où si on veut traverser une frontière, c'est possible, mais ensuite il faut changer d'application pour aller prendre un autre train dans une autre entreprise, sachant que nous en France, on a quand même de la chance, je dirais, où tout est centralisé autour de la SNCF. En Belgique, tout est centralisé autour de la SNCB aussi, mais il y a d'autres pays où il y a plusieurs compagnies de trains et qui ne sont pas forcément toutes regroupées sur le même site. Donc c'est un bazar absolument complet pour justement pouvoir voyager à l'international en train sur de longues distances de manière efficace. Après, si je compare à l'avion, c'est un peu la même chose. T'as plein de compagnies différentes pour les mêmes trajets et on utilise des comparateurs. Donc, avec la libéralisation du rail, peut-être que ça va se faire de la On est façon. d'accord. C'est pour ça, si je vais sur Skyscanner, qui est un excellent outil de recherche pour trouver C'est son pas vol, sponsorisé. et ben je peux avoir tous les vols à destination au départ de Bruxelles, tandis que si je fais la même chose avec le train, bah c'est juste pas possible, quoi. Ah si, t'as Trainline qui est plutôt bien. T'en as plusieurs des Ouais, comparateurs. Le problème, c'est qu'ils ont pas tous les accords avec tout. Alors ça, c'est encore un sujet large, hein. ouais. C'est que les avions, Exactement. il y a Le ciel européen. l'accord européen, même international. T'as IATA, là, qui a fait un accord international, ce qui est pas le cas pour les trains. Et ça, je trouve que c'est une des difficultés. Et si le train veut être compétitif un petit peu sur le long terme, va falloir faciliter l'interconnectivité entre les pays et faciliter la vie du voyageur qui, lui, n'a juste pas envie de télécharger 5 ou 6 applications différentes pour trouver le bon train au bon prix au bon moment, quoi. Il y a une loi qui est en train de se faire au niveau européen pour justement avoir une plateforme européenne qui simplifie tout et qui a tous les trains en Europe, mais ça va prendre du temps. Je pense que d'ici 2030-2035, on devrait l'avoir. Ouais. On est bien en retard par rapport à l'avion, c'est sûr, mais ça va finir par se faire, j'y crois. Et la Belgique, du coup, comme je disais, elle est au centre de l'Europe, donc ça veut dire que c'est facile de s'y rendre en train. Mais du coup, c'est aussi un hub pour se rendre ailleurs. Donc en fait, c'est un bon endroit pour visiter l'Europe. Depuis la France, c'est à Bruxelles qu'on se rend en général. C'est-à-dire que la ville, elle est reliée à 32 gares TGV en France quand même, dans toutes les directions. Qu'il y a Marseille, Perpignan, Lyon, Strasbourg, Nantes, Rennes, Lille. Il y a que Bordeaux, en fait, et le Sud-Ouest qui sont mal reliés à la Belgique. Sinon, le reste, quand même, on est plutôt pas mal au niveau des liaisons. Bon, par contre, en dehors de Bruxelles, il n'y a pas vraiment d'autres villes qui sont reliées à la France. Il y a Liège et Anvers qui sont reliés à Paris et à Lille par l'Eurostar. C'était l'ancien Thalys d'ailleurs, via Bruxelles. Donc c'est les Eurostars qui sont rouges et non pas bleus comme ceux qui vont à Londres. Et il y a quelques villes à la frontière, Courtrai, Tournai, Charleroi, qui sont reliées à Lille et à Maubeuge. Donc c'est fait par les liaisons SNCB locales, mais sinon pour aller dans d'autres villes en Belgique, il faudra faire des correspondances. Mais en tout cas, le trajet est rapide parce qu'en Eurostar, le trajet dure 1h20 vers Bruxelles. Franchement, ça va, depuis Paris, hein. Et si vous avez un peu plus de temps, le Ouigo train classique fait également le trajet en 3 heures. Et surtout à des prix qui défient toute concurrence sur ce trajet parce que, on le sait, l'Eurostar, c'est des trajets qui sont assez chers. C'est pas pour rien qu'ils sont la pire compagnie d'Europe. Et donc, c'est bien d'avoir cette alternative. Mais comme je disais, il y a aussi les TGV Inouï, hein, qui vont à Bruxelles. Et moi, j'ai souvent pris le Thalys pour me rendre à Liège. Le trajet, il est confortable, en vrai. Il est incomparable à les transferts en avion. Donc, je pense que c'est un très bon choix de le faire en train.
Alors le train en Belgique, moi je trouve qu'il est plutôt de bonne qualité. Alors j'ai surtout pris l'Eurostar, hein. Mais j'ai parfois pris des petits trains régionaux qui vont entre Alken, qui est une petite ville dans l'est de la Belgique, et Liège, ou ceux qui traversent le pays, ceux qui font tous les petits arrêts vers Bruges. Je me rappelle, c'était le train vers Blankenberge, un truc comme ça. Et du coup, il l'annonçait sur tous les arrêts, donc j'ai retenu le nom de cette gare. Et du coup, en Belgique, il y a 3602 kilomètres de voies, exactement. Et c'est plutôt pas mal, en vrai, pour un petit pays. Et il y a plus de 3000 kilomètres qui sont électrifiés, donc la majorité du pays a des voies électrifiées. Et les principales lignes, elles relient Bruxelles à Anvers et à Liège, mais le réseau est quand même assez capillaire. En dehors de ça, on peut aller dans pas mal d'endroits. Alors attention, à Bruxelles, il y a plusieurs gares. La principale, c'est Bruxelles Midi. On dit Bruxelles Zuid, je crois, en flamand, si je le prononce bien, si je retiens bien ce que j'ai entendu à l'époque. Et donc, il y a deux autres gares, c'est Bruxelles Nord et Bruxelles Centrale. Alors attention, les trains locaux s'arrêtent aux trois gares, mais si vous devez faire un changement, ne vous arrêtez pas à Bruxelles Centrale, parce que le Eurostar, il s'arrête à Bruxelles Midi, c'est la gare principale, donc il faut faire attention à ça. Il faut vraiment ne pas se tromper. Et d'ailleurs, c'est assez pénible parce que je me rappelle que je râlais beaucoup à l'époque. Il y a 2 sites pour réserver ses billets. Il y a SNCB tout court pour les trajets sur place. Je crois que ça s'appelle belgiantrain.com, un truc comme ça. Donc ça, c'est le site basique pour réserver ses billets en Belgique. Par contre, si vous voulez sortir du pays, eh bien, il faut réserver sur SNCB International pour sortir du pays. Donc ça va toujours énerver. Vous faites pas avoir, mais en tout cas, il y a les deux. Alors la première ligne du pays, elle date de 1835. Elle était entre Bruxelles et Malines. D'ailleurs, je dis Bruxelles depuis tout à l'heure, mais si vous dites Bruxelles, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce qu'il faudrait vraiment dire. Moi, j'ai toujours dit Bruxelles, mais je ne sais pas quelle est la vraie prononciation selon les Belges. Je crois que tout le monde se bat un petit peu. Et je pense qu'en flamand, on dit Brussels. Bruxelles. Alors du coup, je pense que j'ai la bonne prononciation, mais dites-moi si je dis la bonne chose ou pas. Et du coup, aujourd'hui, le réseau, il est géré par la SNCB, donc c'est la Société Nationale des Chemins de Fer Belges. Et en flamand, ça s'appelle NMBS. Donc, comme en Suisse, par exemple, il y a plusieurs noms pour la même compagnie, parce qu'il y a plusieurs langues dans le pays, c'est logique. Et il y a plusieurs types de trains. Il y a les trains rapides, qui s'appellent les trains Intercity, ils relient toutes les grandes villes. Et il y a les trains locaux, qui desservent tous les petits arrêts. Et il y a énormément de petites gares et je trouve qu'on peut facilement circuler en train dans le pays en vrai. Et du coup, comme je le disais, la Belgique, c'est quand même un endroit où il y a des liaisons internationales. C'est un hub pour aller dans d'autres pays. On peut aller vers les Pays-Bas. Donc là, dans ce cas-là, on va vers Rotterdam, Amsterdam ou Maastricht notamment. On peut aussi aller vers le Luxembourg en train direct. On peut aller directement en Angleterre via l'Eurostar. Quand même, on peut faire Londres-Bruxelles en 2 heures. C'est quand même génial de relier ces deux grandes villes hyper importantes en train direct. On peut aussi aller en Allemagne, vers Aix-la-Chapelle et Cologne notamment. En plus de ça, il y a l'European Sleeper qui est un train de nuit qui relie Bruxelles à Berlin et à Prague plusieurs fois par semaine. Et même en saison d'hiver, il va vers l'Autriche et vers l'Italie. Donc la Belgique, qui est quand même un tout petit pays, eh bien elle est reliée à 8 pays européens, ce qui est quand même assez cool. Et du coup, en Belgique, tu disais que tu avais pris pas mal le train entre Paris et Liège, et le train entre Bruxelles et Liège aussi. Est-ce que tu as pris beaucoup le train ailleurs en Belgique ou pas tant que ça? Ce qui est bien en Belgique, c'est qu'il y a une grosse ligne transversale, donc qui part souvent de Ostende, et donc qui part ensuite à Bruges, puis à Gand, puis à Bruxelles, puis à Louvain, puis à Liège, et puis ensuite qui va terminer dans une petite ville dans l'est de la Belgique. Et c'est cette ligne que j'ai pris le plus souvent. Okay. Soit pour aller à Gand pour visiter, soit une fois pour aller à Ostende. Et l'avantage de cette ligne, c'est que c'est quasiment la ligne la plus importante de tout le pays. C'est celle qui fait tous les petits arrêts, là? Non, justement, elle fait que les villes qui sont importantes. Alors, toutes ces villes sont aussi reliées par d'autres lignes de chemin de fer qui, elles, font toutes les petits arrêts, mais moi, celle que je prends, c'est plutôt celle qui va plutôt assez vite. Et c'est quelque chose que la NCCB en a bien conscience. En conséquence, c'est très dès qu'il y a un problème ou un retard, tous les efforts sont faits pour que cette ligne soit gardée et la plus efficace possible. Donc des fois, ça a pu m'arriver d'avoir 5 ou 10 minutes de retard, mais rarement plus sur cette ligne-là. Donc il y a pas mal de flexibilité et les choses sont faites pour que sur les gros axes, les choses se passent très bien. Ensuite, la SNCB, c'est aussi un réseau qui va beaucoup plus sur des petites communes, notamment dans les Ardennes ou dans les Hauts-de-Fagne, qui est un parc dans l'est de la Belgique. Et apparemment, pour les personnes qui habitent dans ces petites communes-là, le train est assez souvent annulé parce que justement, ces lignes-là ou ces conducteurs-là sont utilisés pour pouvoir faire face aux aléas sur les grandes lignes.
Mais de ce que j'ai pu, c'est comme un peu un gros RER qui va de la côte jusque aux Ardennes. Et de ce que je peux dire, c'est que voilà, j'habitais à Paris, il me fallait 40 minutes pour aller de là où j'habitais jusque dans le centre de Paris. Enfin, voilà, de Bruxelles jusqu'à Liège, c'est 1 heure. Et il y a des trains, si vous êtes dans la journée, pendant la semaine, c'est toutes les 30 minutes. Et sinon, c'est une fois toutes les heures. Et donc, on connaît tous les horaires, à quelle heure ça part et à quelle heure ça arrive. Et donc, du coup, ça fonctionne très bien. Donc si tu devais comparer la France, tu dirais que quand même on s'en sort plutôt bien en Belgique, mais l'échelle est pas la même. Voilà, on C'est est difficilement d'accord. comparable. Évidemment, on parle là juste d'un point de vue du client et pas de toute la complexité qu'il y a derrière. Oui, moi j'ai l'impression que les choses fonctionnent mieux en Belgique et je sais, de par la fréquence et de par l'effort qui est fait pour maintenir quelque chose de fiable sur le long terme, je sais que voilà, quand je suis en Belgique, j'aurai pas de problème. Est-ce qu'il y a une ligne de train d'ailleurs que tu conseilles en Belgique? Peut-être celle dont tu viens de parler? Oui, clairement, hein. Clairement, parce que je pense que c'est aussi là où tu as le plus de belles villes à voir. Ou bah Ostende, bah tu as la côte. Ensuite à Bruges, bah c'est connu comme étant la Venise du Nord, donc qui est très jolie aussi avec une ville toute constituée de canaux. Ensuite Gand, qui pour moi était mon petit coup de cœur en Belgique, une ville magnifique, moderne, très bien aérée avec beaucoup d'espace et on sent vraiment une vie étudiante. Ensuite, il y a Louvain aussi, qui est assez joli, tu vois, une architecture assez ancienne. Puis pour moi, quand même, Liège, ça a été le coup de cœur pour les relations sociales, pour les gens, pour l'esprit liégeois qui est très connu pour être festif et que je confirme. Il est très facile de se lier avec des gens pour se faire des amis. Et oui, en tant que si jamais peut-être des gens qui écoutent, qui viendraient en week-end ou pour faire leurs études à Liège, car il y en a beaucoup. Voilà, à Liège, vous ferez des amis et vous vous sentirez très bien entouré très rapidement. Ah, ça c'est bien. Tu nous vends bien Liège. Non, clairement. Puis en plus avec tout le savoir-faire qu'il faut déguster avec sagesse, c'est leur petit slogan pour dire qu'il faut faire attention avec l'alcool. On dit Avec là-bas, sagesse. on dit au lieu de dire faites attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il dit que notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Oh, c'est très beau. C'est J'aime beaucoup bien. plus joli et il est vrai qu'avec toutes les bières belges, liégeoises, Tout ce qu'il faut. il y a tout ce qu'il faut pour passer des bons moments pour ceux qui sont les amateurs de bière. Ce que j'aimais bien en Belgique, d'ailleurs, qui n'existe pas en France, c'est que tu pouvais aller dans des petits magasins. Alors peut-être que ça se trouve, je les ai pas trouvés en France. Hein. Dans des petits magasins, tu prenais ton casier de bière et tu pouvais remplir toutes tes sortes de bières. Et alors tu pouvais tout goûter en même temps. Ça, j'ai adoré en Belgique. Oui, il y a il y a une diversité de choix dans la bière qui est nettement plus importante dans n'importe quel petit boui-boui ou petit supermarché qu'en France. Et sur place, du coup, est-ce que toi, tu utilises surtout les trains, les transports en commun ou la voiture? C'est quoi le plus simple? Il y a pas t'as le droit de dire la voiture, il y a pas de stress, mais c'est pour avoir une idée de c'est quoi les contraintes au quotidien. Alors à Liège, c'est un petit peu particulier parce qu'ils viennent juste de rouvrir une ligne de tramway. Ok. Mais moi j'ai habité 2 ans sans la ligne de tramway, donc je me suis habitué à faire tout sans la ligne de tramway, c'est-à-dire que je faisais tout à pied. Et j'espère que je vais continuer à tout faire à pied parce que ça fait un petit peu de sport quand même. Bon, peut-être que si un jour il pleut beaucoup, il drache comme eux ils disent en Belgique. Si un jour il drache, peut-être que je prendrai le transport en commun. Sinon pour le reste, je prendrai surtout la voiture parce que c'est juste le plus pratique, sauf pour aller justement dans les grandes villes que je citais. Voilà, si jamais c'est pour aller à Louvain ou à Bruxelles, je prendrai le train. Par contre, si je veux aller dans la forêt à côté, il n'y a pas encore d'assez bon. C'est pas assez développé. Ouais, voilà. Mais ça, je pense que c'est comme beaucoup d'endroits, quoi. À part en Suisse, je pense qu'en général, si tu veux aller vraiment au bout de la campagne, du bout du bout, tu pourras pas, effectivement. Ça m'arrivait quand même de vouloir visiter des petites villes en Belgique et de prendre justement le train. Voilà, les petites lignes qui vont jusque dans les communes un petit peu perdues dont je parlais tout à l'heure. Et le service était très bon, pareil. Voilà, c'est les mêmes trains, c'est les mêmes types de trains qui font sur les grosses lignes ou sur les petites. Alors c'est juste la taille qui change. Ah, mais est-ce que tu penses qu'en tant que touriste, on peut s'en sortir sans voiture du tout, si on veut voir autre chose que les grandes villes? Je pense que oui. Je pense que c'est possible. Pour voir les grands coins touristiques, on va dire. Ça va être possible. Je pense qu'il y a un assez bon maillage du réseau de la SNCB. En termes d'efficacité, par contre, je pense que c'est un petit peu, faudra se mettre dans l'idée de faire des slow vacances, quoi, Ouais, mais des c'est bien. vacances longues. Pour un pays à petite échelle, c'est Voilà. faisable. Et puis il y a quand même beaucoup de diversité en Belgique entre voilà le parc des Hautes-Fagnes dont je parlais, qui est accessible via Eupen et jusqu'à Ostende via Gand et Bruxelles. Donc il y a beaucoup de choses différentes à voir. Ou même Anvers, dont on n'a pas encore parlé, la gare d'Anvers qui est absolument magnifique, qui est très lourdement chargée, où on voit toutes les sculptures, toutes des ornementations,
et à l'intérieur, au lieu d'avoir des voies qui sont les unes à côté des autres, elles sont les unes au-dessus des autres. Et donc, quand on arrive dans la gare d'Anvers, il y a une forme de puits très profond, de plusieurs dizaines de mètres, je dirais, où il y a 4 ou 5 doubles voies qui sont superposées les unes au-dessus des autres. Donc, clairement, vous pouvez prendre le train pour aller en Belgique. Ok, on peut prendre le train pour la Belgique. D'autant plus qu'il y a des bons abonnements. Oui. Pour les gens qui ont moins de 26 ans, ils peuvent acheter des tickets de 10 billets et chaque billet coûtera au final 6 ou 7 euros. Et pour moi, en tant qu'adulte, je peux prendre 10 tickets aussi et chaque ticket me coûtera 10 euros. Pratique. Ouais, c'est très bien fait. J'ai vraiment habité en Belgique pendant 1 mois seulement, donc à Hasselt, qui était du côté flamand. C'est pas très loin de Liège, c'est à quelques kilomètres de Liège, mais ensuite je m'y suis rendue énormément pour le travail. Donc quand même, je connais plutôt bien ce petit coin de campagne de l'est de la Belgique, donc près de Saint-Tron, Hasselt, ces coins-là, que personne ne connaît, je pense, si jamais ils viennent en tant que touriste en Belgique. Mais en tant que touriste, j'ai pas tant visité que ça. C'est-à-dire que j'ai visité Bruxelles, comme tous les touristes, je pense. J'ai visité Bruges, dont tu parlais tout à l'heure, et Gand, que j'ai préféré d'ailleurs aussi, parce qu'il y a trop de touristes à Bruges, je pense qu'il faut le dire. J'ai aussi vu Liège rapidement. Franchement, j'ai jamais mis les pieds vraiment à Liège à part à la gare. Mais je connais pas les lieux les plus touristiques. Mais du coup, en tant que première visite en Belgique, je conseillerais quand même de s'attarder sur les plus belles villes de Belgique. Donc Bruxelles, mais aussi Bruges et Gand quand même, parce que comme tu disais, il y a une magnifique architecture médiévale. Surtout Gand en fait, parce que c'est vraiment moins touristique, il y a moins de monde. Ça commence à être connu maintenant. Mais il y a quand même ce côté un peu plus un peu moins touristique en fait, plus normal que j'aime bien. Et après je dirais de continuer avec Anvers où je suis jamais allée, j'aimerais bien aller un jour, et Namur qui a l'air très sympa. Et peut-être finir par la côte belge. Je sais pas si ça dépend de la saison dans laquelle où vous êtes là-bas, mais ça peut être intéressant. Et à Bruxelles même, je trouve l'architecture elle est très sympa. Vous avez la Grand Place par exemple, mais il y a le Magenpis aussi pas loin. Vous avez aussi les Galeries Royales Saint-Hubert, mais même en dehors de ça, vous pouvez vous éloigner un peu. Par exemple, jusqu'au parc du Cinquantenaire, qui est un endroit très sympa, je me rappelle. Donc j'y étais allée en plein hiver, donc il faisait très froid, mais c'est quand même assez joli. Et à Bruxelles, par exemple, il y a aussi le musée Magritte, qui est un peu un incontournable, même si on connaît pas, je trouve que c'est assez cool. Il y a aussi le musée de la BD. Et Bruxelles, c'est aussi connu pour ses bars, parce que comme on disait, la Belgique, c'est quand même le pays de la bière. Donc vous avez l'énorme Delirium, qui est le Delirium original, la bière Delirium, qui vient de là-bas. Et il y a aussi le bar à la mort subite, où il y a la bière du même nom, qui est assez sympa, qui est assez classique, on va dire, de Bruxelles. Mais surtout, je pense que la meilleure façon de découvrir la Belgique, c'est peut-être de faire du vélo. Alors moi, je suis pas très team vélo, mais les vélos, c'est vraiment une institution en Belgique, parce que j'ai l'impression que quand on parle aux Belges, ils adorent le vélo, ils sont fans ils nous parlent encore de Eddy Merckx, là, le gars qui a été très connu dans les années, je ne sais plus, il y a très longtemps, mais ils en parlent toujours avec des étoiles dans les yeux, donc il y a tout ce côté-là. Et le pays, il est quand même bien pourvu en pistes cyclables. Alors là, j'ai regardé quand même, je me suis renseignée, parce que moi, j'ai jamais fait de vélo en Belgique, donc je vous parle de choses que je ne connais pas. Mais surtout du côté flamand, il y a pas mal de pistes cyclables. Et donc c'est pas bon, on n'appelle pas le Belgique le plat pays pour rien, parce que du coup c'est assez pratique de faire du vélo, c'est très plat. On peut par exemple relier Bruges à Gand en vélo complètement le long des canaux. Je savais pas, et ça a l'air d'être une super idée. Oui, moi je fais régulièrement du vélo. Dans la partie wallonne, il y a moins de pistes cyclables car il y a moins l'influence néerlandaise, qui est littéralement le pays du vélo. Mais il y a quand même un certain nombre de pistes cyclables, notamment le long de la Meuse, et régulièrement je vais à Maastricht en vélo, donc c'est 30 km l'aller, 30 km le retour. Okay. Et ça se fait très bien, c'est le long de la Meuse, on voit des péniches qui passent, et alors c'est le côté un petit peu industrialisé de la Flandre, de la Wallonie, pardon, mais non, ça se fait très bien. Il y a moyen de faire beaucoup de vélo si vous aimez le vélo. Et après, on peut aller se perdre justement dans les Ardennes si vous aimez ça. Et les Ardennes, par contre, ça monte un peu plus. Ah oui, là par contre, il va falloir mettre un peu plus d'énergie dans les papas. C'est quoi les endroits, toi, que tu connais le mieux en Belgique, au final? C'est quoi j'imagine Liège, hein? Clairement, c'est Liège, ses alentours. Liège, qui a une ville qui a été beaucoup bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a du coup été reconstruite très vite. C'est vrai que si vous venez de Paris et que vous allez directement à Liège, voilà, vous allez trouver une différence, c'est certain. Mais je dois dire que quand on y passe du temps, on y trouve un charme, clairement. Et surtout, il y a quand même de très jolis coins qui sont très typiques de Liège. Il y a notamment un parc des Coteaux où on a une très belle vue sur toute la ville. On a la montagne de Buren, qui est un grand escalier de plus de 300 marches qui vous permet de monter en haut d'une colline. Il y a un certain nombre de bars aussi très connus, comme notamment le Pot au lait ou le Warzone. Il y a tout un quartier qui est
dédié à la fête qui s'appelle le Carré, où c'est un quartier qui est carré avec des bars tout autour de ce carré. Donc, en termes de visuel, d'architecture, oui, je pense pas que Liège soit la plus belle ville de Belgique, mais en termes d'ambiance, tout est compensé par les gens, leur ouverture, leur chaleur et toute la vie culturelle que l'on peut y trouver, avec notamment un opéra, avec notamment un très grand nombre de musées aussi différents. Donc, pour l'architecture, pourquoi pas. Pour le reste, allez-y et foncez et vous passerez un très bon moment. Tu nous vends bien Liège, je suis contente. Et est-ce qu'il y a un endroit moins connu par les touristes, en Belgique, ou à Liège même, si tu veux, que tu voudrais nous partager? Alors moi, j'ai bien aimé Dinan, qui est une petite ville qui se situe plutôt, donc toujours en Wallonie, mais plutôt dans le sud-est. Il y a notamment une très jolie rivière qui passe à côté, qui passe à Dinan, et si vous faites une sortie de kayak ou de canoë, vous trouvez beaucoup de châteaux. Il se trouve que la Belgique est le pays où il y a le plus de châteaux par habitant. Lorsque vous faites cette descente en canoë, vous passerez par un certain nombre de châteaux que vous pourrez voir, certains sur juste à côté dans la prairie d'à côté, d'autres sur des petits promontoires rocheux qui surplombent la rivière, et je peux que vous encourager à le faire. Alors, si vous connaissez déjà bien la Belgique et que vous avez déjà visité les plus grandes villes, vous êtes même allé dans les Ardennes belges, que vous avez écumé la côte de la mer du Nord, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait tout ça? J'ai une petite idée comme ça. Alors c'est pas une grande idée, faites pas le détour pour, hein. Mais près de Hasselt, dans la région du Limbourg, c'est là que je travaillais, vous avez une piste cyclable qui passe au milieu d'un lac. Alors ça s'appelle Fietsen door het water. Je ne sais pas du tout si je prononce bien parce que je ne suis pas flamande et j'ai jamais été très douée pour le néerlandais. Ça veut dire vélo. Je sais pas si c'est à travers l'eau ou sur l'eau, en tout cas. Voilà. Alors, comme je disais, ça sert à rien de faire un gros détour pour ça, parce que ça reste quand même quelque chose d'un peu gadget. Mais comme je travaillais à côté, j'y suis allée, et c'est assez marrant. En gros, c'est le principe, c'est que vous avez une piste cyclable qui passe au milieu d'un lac. Et donc, du coup, vous descendez, vous avez à hauteur d'œil le lac. Donc, quand on est à pied, on a quasiment la tête au niveau de l'eau. Quand on est à vélo, j'imagine qu'on est un petit peu plus haut. Moi, je l'ai fait à pied parce que je ne suis pas très douée en vélo. Mais en tout cas, le Limbourg, c'est cette région-là. Alors, il y a une blague, je crois, sur les habitants du Limbourg, le fait qu'ils sont un petit peu plus lents que les autres régions de Belgique. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je n'ai pas vérifié. Mais il semblerait que les autres Belges se moquent de la région du Limbourg. Mais, en tout cas, c'est pas la région la plus visitée de Belgique. Mais en vrai, j'y ai travaillé pas mal de temps. J'ai fait beaucoup d'allers-retours là-bas. Et je trouve que ça reste quand même un endroit assez sympa à visiter. Surtout pour la nature. Parce que c'est hyper calme. Il y a des villages en briques modernes, hein, partout, et pour faire du vélo, c'est très bien aménagé, donc vous avez de quoi faire. Et est-ce qu'il y a un endroit en Belgique que t'as jamais visité et que t'aimerais visiter? Je crois que de mon côté, moi, c'est Anvers, parce que je suis jamais allée. Surtout, tu m'as fait rêver avec ton histoire de gare superposée, Ouais. là. Mais je suis jamais allée, donc ça, j'aimerais bien y aller. Mais toi, il y a un endroit que t'as jamais visité? Je suis allé très très vite à Ostende. Où j'y suis allé pour des raisons professionnelles, où je rencontrais un collègue, mais donc du coup on n'a pas fait de visite. Si on rajoute, pour les gens qui savent pas, Ostende, c'est la côte belge, donc Oui. plutôt nord-ouest, c'est ça? Ou Oui, nord? voilà, c'est le long de la mer du Nord. Ok. Donc voilà, ça serait Ostende. C'est un style un peu particulier, car la Belgique n'a pas beaucoup de côtes. Donc ils ont beaucoup bétonné la côte pour justement que chacun puisse avoir son petit appartement ou sa petite maison à la mer. Mais il y a un vrai charme apparemment, et il y a aussi voilà cette côte nord qui est un peu la prolongation de la côte d'Opale qui moi m'intéresse et que j'aimerais bien voir, tout simplement. On peut s'y baigner ou c'est froid? Ah bah c'est la mer du Nord, donc il fait un petit peu froid, et puis après c'est pas le beau bleu azur de la Méditerranée, Oui, mais c'est différent. s'il y a autant de maisons près de la mer, c'est que aussi les gens vont s'y baigner. Et sinon, moi, il y a les Ardennes belges, où je suis jamais allée. Parce que quand j'ai travaillé en Belgique, mes collègues, ils allaient toujours dans les Ardennes, pour faire je sais pas, de la randonnée, ces choses-là. Du coup, ça a l'air sympa, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Oui, moi je me suis mis un petit peu comme défi de faire au moins une grande randonnée dans les Ardennes, dans le parc des Hauts-de-Fagne, une fois par saison. Ah, ok. Et donc de voir l'évolution, et Des couleurs. ce qui est bien, c'est que là-bas il y a un petit peu un vrai hiver quand même. Moi, chaque fois que j'y suis allé en hiver, il y avait de la neige. Donc on se promène au milieu de parcs, de forêts qui ploient sous la neige en hiver, et qui ensuite fourbissent de petits oiseaux au printemps, et qui sont contrées charnues de fleurs et de feuilles pendant l'été. Et à l'automne, c'est juste des arcs-en-ciel de couleur orange, rouge
pour la chute des feuilles. Donc clairement, c'est vraiment quelque chose à faire si vous aimez la nature et si vous aimez ce genre de choses, vous devrez y aller plusieurs fois. Ah, c'est vrai que je les ai déjà traversés en voiture en plus pour aller de Liège jusqu'au Luxembourg et il y avait de la neige effectivement. J'étais étonnée parce que dans la plaine en bas il y avait rien. En montant il y avait du givre partout sous les arbres, donc c'était super beau. Et en redescendant on avait perdu la neige à nouveau. Oui. Donc c'était super sympa. Oui, notamment le coin près du signal de Botrange, donc le signal de Botrange qui est le point culminant de la Belgique, Avec qui est 600 quelque chose. 693, enfin 693, Très précis. pour leur dire. Je m'en souviens très précisément parce que au signal de Botrange, il y a une grande échelle qui est plantée dans le sol, qui fait 7 mètres pour s'assurer comme quoi au moins il y aura un point en Belgique qui est au moins à 700 mètres. Voilà. Ok, c'est bon, on tient. Voilà, On a de 700 mètres. Je suis monté à 700 mètres sur la Belgique. Oui. Ah, On peut monter à une cette belle altitude. vue tout là-haut. Et on avait une belle vue. Ah, c'est génial. Mais est-ce que tu avais des clichés sur la Belgique avant d'y habiter? Et est-ce que tu les as gardés maintenant que tu as habité en Belgique? Bah, les clichés, c'est de la base, c'est non. Moi, j'ai toujours entendu les blagues françaises, belges, hein, bien sûr, Oui, c'est ça, dont oui. j'étais un fervent défenseur à une époque, dans ma jeunesse, hein, je vous rassure. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça sent comme quoi c'est un petit pays dans le sens où où ils utilisent le français de manière différente. Où ils utilisent le français, mais ils sont beaucoup plus doux. Il y a une intelligence sociale qui se dégage des Belges qui est plus importante, je trouve, dans la manière de dire les choses. Ils sont moins directs. L'exemple que je disais, par exemple, par rapport à l'abus d'alcool, il y a une douceur d'amener les choses et un tact, une diplomatie qui, je pense, des fois, nous, on pourrait s'inspirer et qui, clairement, j'ai appris des choses là-dessus. Après, ils ont toujours leurs expressions qui sont incroyables. Voilà, à Liège, on est connu pour dire oufti, ou alors on parle beaucoup des baraki. Les baraki, ce sont les beaufs belges. Après, voilà, moi je rassure, on est tous le baraki de quelqu'un. Après, voilà, il y a toutes les expressions, les 70, les 90. Les paléoctantes. J'ai aussi, comme cliché belge, j'ai enfin compris pourquoi les bouteilles de shampoing et de nourriture, elles étaient en français et en néerlandais. J'avais jamais compris. Et en fait, j'ai fini par comprendre en arrivant en Belgique que c'était pour le marché belge, en fait. Et j'avais pas compris, je comprenais pas. Donc ça, j'étais contente de comprendre. Et d'ailleurs, il y a certains produits qui manquent du côté flamand. Alors, je retrouve mon obsession des lardons, de ceux qui ont écouté l'épisode sur le Canada vont retrouver. Mais j'ai pas trouvé de lardons du côté flamand. Je sais pas si on en trouve du côté wallon. Oui. Côté wallon, voilà. Vous aurez aucun problème pour trouver des lardons. Bah, moi, il y a quelques années, j'en trouvais pas du côté flamand, j'étais très triste. Alors qu'il y a plein de saucissons, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a pas de lardons. Et du coup, pour les infos pratiques, comme on est en Europe, comme d'habitude, vous pouvez boire l'eau, vous pouvez tout manger sans problème. Bon, attention à consommer avec sagesse. C'était quoi déjà de l'info? C'est notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Voilà, donc déguster le savoir-faire belge avec sagesse. Et vos forfaits français, ils vont marcher en Belgique, la monnaie c'est l'euro, donc faites comme si vous étiez en France. Pour finir, à quelle période tu conseilles d'aller en Belgique? De mon côté, je conseillerais plutôt l'été, parce que il fait chaud l'été parfois, mais ça reste raisonnable. Et j'ai des souvenirs d'hiver en Belgique assez horribles, où il fait nuit tôt, il y a de la brume, s'il pleut, et donc c'est pour ça que je conseillerais plutôt l'été, mais ça se trouve tu vas nous dire autre chose. C'est un pays du Nord. Donc du coup, le moment de l'année va avoir un énorme impact sur la luminosité que vous allez avoir pendant la journée. Et comme tu le dis, vu qu'on est assez au nord, l'hiver, ça va enfin la nuit va tomber très tôt, clairement. Moi, j'ai quand même des moments un petit peu merveilleux en hiver, justement dans les grands parcs naturels, avec la neige qui tombe, avec le brouillard à perte de vue qui s'estompe dans l'horizon. Donc clairement, ça, c'était des bons moments. C'est parce que tu arrives à rendre poétique les choses aussi. Moi, je dirais plutôt le printemps, car justement, il y a tout ce renouveau de la nature, bien sûr, mais c'est aussi le moment où il fait pas si froid, où il y a plus de lumière, et c'est le moment où les gens ressortent aussi. Donc il y a 2 moments, le printemps et l'automne. En fait, je dirais c'est le moment-là, notamment le printemps car il y a un certain nombre de fêtes aussi liées, et en automne il y a notamment la foire de Liège qui est connue. Et d'ailleurs, est-ce que j'y pense en hiver, est-ce qu'il y a des marchés de Noël bien Oui, bien sûr. Oui, il y a un peu l'influence aussi de l'Allemagne du coup et des pays du Nord avec l'importance de ces marchés de Noël. Donc il y a un long marché de Noël qui commence, je sais pas, autour du 10 ou 15 décembre et qui se prolonge jusqu'en janvier. Et donc avec chacun sa petite cahute, avec l'alcool du coin, avec la charcuterie du coin. Donc non, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a de quoi faire. Oui, voilà. Ok. Est-ce que il y a vraiment, chaque saison a vraiment son charme, et ils savent que c'est un petit pays, mais ils ont vraiment la capacité à rendre chaque moment de l'année attractif.
Par exemple, en août, on parlait de l'été aussi. En août, il y a des immenses fêtes aux alentours du 15 août à Liège. En hiver, il y a ce marché de Noël. Donc voilà, chaque période a vraiment apporte son charme. Donc peu importe le mois où vous viendrez, voilà, renseignez-vous bien juste sur qu'est-ce qui se passe. Bah, merci beaucoup, Martin, d'avoir été là. C'était un grand plaisir, Anne. Participé. Un grand plaisir. Je te remercie. J'espère que cet épisode, il vous aura donné envie de visiter ce beau pays un peu plat, même si on peut monter jusqu'à 700 mètres, qu'est la Belgique. Avec des échelles. Avec des échelles. Dites-moi quel pays vous aimeriez visiter la prochaine fois, et je vous dis à bientôt quelque part dans le monde, que ce soit à pied, en train ou en vélo le long des canaux peut-être, mais surtout sans trop de CO2.